Dans les archives poussiéreuses du Bureau des registres paroissiaux de Louisiane, un document daté de mars 1844 porte une mention manuscrite troublante, griffonnée en marge par un greffier anonyme. 100 hommes, 6 mois, aucune trace. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait pour les retrouver. Et, si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre engagement nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés. Cette note laconique fait référence à l'un des événements les plus troublants et inexpliqués de l'histoire de l'esclavage en Louisiane. L'évasion de 2 frères esclaves qui, durant près de 7 mois, ont défié toutes les lois de la probabilité, de la logique et de la nature humaine. Leur disparition a mobilisé des ressources sans précédent, semé la terreur parmi les propriétaires terriens et révélé des vérités si dérangeantes que de nombreux documents relatifs à cette affaire ont mystérieusement disparu des archives officielles dans les décennies qui ont suivi. Ce qui subsiste ne permet pas de répondre à la question que tout le monde se posait alors et que nous nous posons encore aujourd'hui. Comment ont-ils fait? L'année 1843 marque un tournant dans l'histoire de l'esclavage en Louisiane. Après plusieurs révoltes avortées dans les États voisins et une série d'évasions réussies vers le nord, les autorités louisianaises ont durci considérablement la législation concernant les esclaves fugitifs. Les patrouilles nocturnes se sont multipliées, les peines pour ceux qui aidaient les fugitifs sont devenues drastiques et un nouveau système de chasseurs de primes professionnels s'est organisé, transformant la traque humaine en une industrie prospère et impitoyable. La région où notre histoire prend racine se situe dans les terres basses du sud-est de la Louisiane, à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, dans une zone où les bayous, les marécages et les plantations s'entremêlent dans un labyrinthe naturel d'eau, de boue et de végétation dense. Cette région, connue localement sous le nom de « les terres grises » en raison de la couleur particulière de son sol argileux, était considérée comme l'une des plus inhospitalières de tout l'État. Les plantations y étaient vastes mais isolées, séparées les unes des autres par des étendues sauvages, où même les chasseurs expérimentés hésitaient à s'aventurer sans guide. La plantation Beauséjour, propriété de Armand Lavallière depuis 1832, comptait parmi les plus prospères de la région. Spécialisée dans la culture de la canne à sucre et du coton, elle s'étendait sur près de 800 hectares et employait 140 esclaves. Lavallière, homme de 52 ans à la réputation de rigueur inflexible mais de relative équité selon les standards de l'époque, dirigeait son domaine avec une précision quasi militaire. Chaque esclave avait une fonction précise. Chaque journée était minutieusement orchestrée. Chaque transgression était consignée dans un registre méticuleux que le maître tenait personnellement. Contrairement à certains de ses voisins qui géraient leur plantation depuis la Nouvelle-Orléans, Lavallière résidait sur place, dans une demeure imposante de style créole, dont les galeries à colonnes surplombaient les champs de canne. Il se targuait de connaître chacun de ses esclaves par son nom, ses compétences et son tempérament. Cette connaissance intime de sa main-d'œuvre, pensait-il, était la clé d'une exploitation efficace et d'une prévention efficace des troubles. Il avait raison sur le premier point. Sur le second, il allait être tragiquement détrompé. Parmi les esclaves de Beauséjour figuraient 2 frères, Nathanaël et Isaac Jourdain. Ces noms figurent dans les registres d'achat de la plantation datés de 1838, où ils sont décrits comme 2 mulâtres de 22 et 19 ans, nés en Louisiane, parlant français et anglais, habiles aux travaux des champs et à la navigation fluviale. Ils avaient été achetés ensemble lors d'une vente aux enchères après la faillite d'une plantation voisine, leur ancien maître ayant péri dans des circonstances obscures dont nous reparlerons. Nathanaël, l'aîné, était réputé pour sa force physique exceptionnelle et sa connaissance intime des bayous. Enfant, il avait passé plusieurs années à accompagner les expéditions de pêche et de chasse de son ancien maître, développant une compréhension quasi instinctive de la navigation dans les marécages.
Il savait lire les signes imperceptibles qui différenciaient un passage praticable d'un bourbier mortel, reconnaissait les plantes comestibles et médicinales, et pouvait se déplacer dans l'eau stagnante sans laisser de traces visibles. Ses compétences, acquises innocemment durant l'enfance, allaient devenir ses armes les plus redoutables. Isaac, le cadet, présentait un profil différent mais tout aussi remarquable. Plus frêle physiquement, il compensait par une intelligence aiguë et une capacité d'observation minutieuse qui ne passait pas inaperçue. Lavalière l'avait remarqué et l'avait affecté à des tâches qui exigeaient précision et calcul. Inventaire des récoltes, répartition des semences, organisation des équipes de travail. Isaac avait ainsi accès à des informations que la plupart des esclaves ignoraient. Les mouvements des patrouilleurs, les horaires des surveillants, la topographie exacte du domaine et de ses environs. Il avait également appris à lire et à écrire en secret, grâce à la complicité involontaire d'un contremaître négligent qui laissait traîner des documents dans le bureau des champs. Les deux frères ne se distinguaient pas particulièrement par leur comportement. Aucun rapport disciplinaire majeur ne figure à leur nom dans les registres de beau séjour. Ils accomplissaient leur travail consciencieusement, évitaient les conflits et maintenaient une discrétion qui les rendait presque invisibles dans la masse des esclaves de la plantation. Cette invisibilité même, nous le comprendrons plus tard, faisait partie d'une stratégie mûrement réfléchie. L'atmosphère à Beau Séjour durant l'été 1843 était particulièrement tendue. Les nouvelles des révoltes dans d'autres États circulaient malgré les efforts des maîtres pour les étouffer. Des rumeurs persistantes évoquaient un réseau clandestin qui aidait les esclaves à fuir vers le nord, un réseau que certains appelaient déjà le chemin de fer souterrain, bien que son existence fût vigoureusement niée par les autorités. Les planteurs de la région s'étaient réunis à plusieurs reprises pour coordonner leur surveillance, partager des informations sur les esclaves problématiques et organiser des patrouilles conjointes. C'est dans ce contexte d'anxiété croissante que survient l'événement qui allait bouleverser la région entière et révéler des aspects insoupçonnés de la nature humaine, tant dans sa capacité de résistance que dans sa propension à la cruauté. L'aube du 17 septembre 1843 se lève sur Beau Séjour dans une lumière laiteuse, habituelle en cette saison où l'humidité des marécages enveloppe tout d'un voile opaque. Le contremaître en chef, un homme nommé Hébert Duchamp, effectue comme chaque matin le décompte des esclaves avant la répartition dans les champs. La routine est immuable depuis des années. Appel nominal, inspection visuelle, attribution des tâches, dispersion vers les zones de travail. Ce matin-là, 2 noms ne reçoivent pas de réponse. Nathanaël Jourdain, absent. Isaac Jourdain, absent. L'absence d'un esclave n'est pas en soi extraordinaire. Maladie, accident nocturne, confusion dans les baraquements. Plusieurs explications banales peuvent justifier qu'un homme ne se présente pas à l'appel. Duchamp envoie 2 esclaves vérifier les quartiers d'habitation. Ils reviennent 20 minutes plus tard avec une information troublante. Les paillasses des 2 frères sont vides, leurs maigres possessions personnelles ont disparu, et personne ne se souvient de les avoir vus depuis la veille au soir après le repas. Duchamp fait immédiatement sonner la cloche d'alerte. Lavalière, réveillé en sursaut, accourt du manoir en boutonnant hâtivement sa veste. La nouvelle le frappe comme un coup de poing, 2 de ses esclaves ont fui. 2 hommes dont il aurait juré qu'ils ne tenteraient jamais l'évasion, tellement ils semblaient résignés à leur sort. La procédure est immédiate et méthodique. Lavalière fait inspecter minutieusement tous les bâtiments de la plantation. On fouille les granges, les remises, les séchoirs à tabac, les huttes des esclaves. On interroge chaque personne ayant pu voir les frères la veille. Une femme âgée, Madeleine, qui dormait près de leur couchage, affirme avoir entendu des murmures vers minuit, puis plus rien. Un jeune garçon chargé de surveiller les feux nocturnes jure avoir aperçu 2 silhouettes se dirigeant vers la lisière des champs de canne vers l'est, mais il n'y a pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de patrouilleurs. Vers l'est. Cette direction est significative.
À l'est de Beauséjour s'étendent des kilomètres de marécages pratiquement impénétrables. Un dédale aquatique où même les chasseurs les plus expérimentés ne s'aventurent qu'avec prudence. C'est aussi la direction opposée à la Nouvelle-Orléans et aux routes praticables. Personne ne fuit par l'est. C'est un suicide. Lavallière ne perd pas de temps. À 8 heures du matin, moins de 3 heures après la découverte de la disparition, il a déjà dépêché des messagers vers les plantations voisines et vers les autorités de la paroisse. À 10 heures, 3 équipes de chasseurs locaux sont sur place, accompagnés de chiens de traque réputés infaillibles. À midi, la nouvelle s'est propagée dans toute la région et des chasseurs de primes professionnels, attirés par la récompense substantielle offerte par Lavallière, commencent à affluer. La récompense mérite qu'on s'y attarde. Lavallière offre initialement 100 $ par fugitif, somme considérable pour l'époque. Mais il ajoute une clause inhabituelle. 50 $ supplémentaires si les 2 frères sont ramenés ensemble et vivants. Cette précision intrigue. Pourquoi insister pour qu'ils soient capturés ensemble? Pourquoi vivants, alors que la loi autorisait explicitement l'usage de la force létale contre les esclaves en fuite? Les premières recherches commencent avec optimisme. Les chiens prennent facilement la piste à la lisière du champ de Cannes, confirmant le témoignage du jeune veilleur. La trace mène effectivement vers l'est, s'enfonçant dans une zone marécageuse que les chasseurs connaissent relativement bien. Les chiens progressent avec assurance pendant près de 2 kilomètres, puis, soudainement, perdent complètement la piste au milieu d'une étendue d'eau stagnante, couverte de lentilles d'eau. Les chasseurs connaissent ce phénomène. Les fugitifs ont manifestement progressé dans l'eau pour brouiller leur odeur. Tactique classique, mais rarement efficace longtemps. L'eau des bayous est peu profonde par endroits, et il est presque impossible de marcher pendant des kilomètres sans laisser de traces sur les berges, sans casser de végétation, sans laisser d'indices de passage. Les équipes se déploient en éventail, sondant systématiquement toutes les directions possibles à partir du point où la piste s'est perdue. C'est long, méticuleux, mais les chasseurs sont patients. Ils savent que les fugitifs ne peuvent pas avoir progressé rapidement dans ce terrain. Ils doivent être quelque part, dans un rayon de quelques kilomètres, probablement cachés dans un fourré, attendant la nuit pour continuer. Le premier jour s'achève sans résultat. Aucune trace n'a été retrouvée. Les chasseurs établissent un campement et décident de reprendre les recherches à l'aube avec des équipes renforcées. Le deuxième jour apporte un léger progrès. Un chasseur expérimenté nommé Gaspard Lebrun découvre une empreinte de pied nus sur une berge boueuse à environ 5 kilomètres à l'est du dernier point connu. L'empreinte est fraîche, datant probablement de la nuit précédente. Elle indique que les fugitifs continuent vers l'est, s'enfonçant toujours plus profondément dans les marécages. Cette direction continue de déconcerter tout le monde. Ils s'éloignent de toute civilisation, de toute aide possible, de toute route d'évasion connue. À moins qu'ils ne connaissent quelque chose que personne d'autre ne connaît. Le troisième jour, les recherches prennent une ampleur sans précédent. 23 chasseurs sont désormais mobilisés, venus de toute la région. Lavallière a augmenté la récompense à 200 $ par fugitif. Les planteurs voisins, inquiets, ont organisé leur propre patrouille pour surveiller leur domaine. La rumeur court qu'il s'agit peut-être du début d'une révolte organisée, que les 2 frères sont des éclaireurs pour un groupe plus important. Cette rumeur est alimentée par un détail troublant découvert ce jour-là. En fouillant plus minutieusement les quartiers des esclaves de Beauséjour, un contremaître trouve, dissimulé sous une planche du plancher de la hutte des frères Jourdain, une petite cache contenant des objets déconcertants. Un couteau de chasse de bonne qualité, manifestement volé, une boussole de marine encore fonctionnelle, un morceau de toile cirée enroulé, et surtout, un fragment de carte dessiné à la main sur un morceau de tissu, montrant ce qui semble être un tracé à travers les marécages avec des annotations en français. La découverte de ces objets change radicalement la perception de l'évasion. Il ne s'agit pas d'une fuite impulsive, mais d'un projet longuement préparé. Les frères ont volé, accumulé, planifié. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et le plus inquiétant, la carte suggère qu'ils connaissent un chemin à travers les marécages.
un passage dont personne d'autre n'a connaissance. Lavallière examine personnellement la carte trouvée. Il reconnaît certains repères géographiques, un cyprès mort en forme de fourche, un îlot rocheux, une anse particulière. Mais le tracé complet lui est inconnu. Comment ces esclaves ont-ils pu acquérir une telle connaissance du terrain? Nathanaël avait certes de l'expérience dans les bayous, mais pas à cette échelle, pas avec ce niveau de détail. L'explication viendra plus tard, de manière fragmentaire et troublante. En interrogeant systématiquement tous les esclaves de la plantation, on finit par découvrir que Nathanaël effectuait depuis plusieurs années de petites expéditions clandestines dans les marécages durant les nuits sans lune, sous prétexte de poser des pièges à écrevisses et à rats musqués pour améliorer l'ordinaire des quartiers d'esclaves. Ces absences nocturnes étaient tolérées par les contremaîtres parce qu'elles rapportaient effectivement de la nourriture supplémentaire et parce que Nathanaël revenait toujours avant l'aube. Personne n'avait réalisé que ces sorties lui permettaient en réalité de cartographier méthodiquement les marécages, de mémoriser les passages, d'identifier les cachettes, de préparer minutieusement une route d'évasion. Pendant ce temps, Isaac utilisait son accès aux documents de la plantation pour étudier les mouvements des patrouilles, les procédures de recherche, les emplacements des plantations voisines. Il copiait secrètement les informations, les mémorisait, les partageait avec son frère. Ensemble, durant peut-être 3 ans, ils ont construit un plan d'évasion d'une sophistication remarquable. Cette révélation sème la consternation parmi les planteurs. Si 2 esclaves, apparemment dociles, ont pu orchestrer une telle préparation sous le nez de tout le monde, combien d'autres peuvent en faire autant? La confiance dans le système de surveillance s'effondre. Les interrogatoires deviennent plus durs, les contrôles plus stricts, la paranoïa s'installe. Mais pour l'instant, l'urgence est de retrouver les fugitifs. Le 4e jour, les équipes de recherche atteignent le nombre de 40 chasseurs. Des renforts sont arrivés de la Nouvelle-Orléans, des professionnels réputés qui ont traqué des dizaines de fugitifs avec un taux de réussite proche de 100%. Ils apportent des chiens frais, des équipements spécialisés, une organisation quasi militaire. Et pourtant, aucune trace nouvelle n'est trouvée. C'est comme si les 2 frères s'étaient évaporés après avoir laissé cette unique empreinte le 2e jour. Les chasseurs explorent systématiquement tous les bayous, toutes les îles, tous les passages praticables. Rien. Pas une trace de feu, pas un indice de passage, pas une branche cassée, pas un dérangement dans la végétation. Une première hypothèse émerge, murmurée d'abord discrètement puis exprimée plus ouvertement. Les frères sont morts. Ils ont succombé au marécage, noyés dans un bourbier, mordus par un serpent venimeux, emportés par des alligators. Les marécages sont remplis de dangers mortels. 2 hommes, même bien préparés, peuvent facilement périr s'ils font une erreur de jugement. Cette hypothèse est rassurante pour certains, mais Lavallière la rejette catégoriquement. Il a vu la carte, il a compris le niveau de préparation. Ces hommes savaient ce qu'ils faisaient. Ils sont vivants quelque part, et ils se cachent avec une efficacité déconcertante. Le 5e jour apporte un nouvel élément troublant. Un trappeur indépendant, qui n'était pas impliqué dans les recherches officielles, se présente à Beauséjour avec une information étrange. 3 jours auparavant, à l'aube, il était posté dans un affût de chasse à environ 15 km à l'est-sud-est de la plantation, dans une zone réputée totalement inhabitée. Il a distinctement entendu, porté par le vent, ce qui ressemblait à des voix humaines parlant français, trop lointaines pour distinguer les mots, mais clairement 2 voix différentes, en conversation. 15 km. En 3 jours. Dans les marécages. C'est une performance extraordinaire, presque impossible. Les chasseurs les plus expérimentés progressent rarement à plus de 3 km par jour dans ce terrain. Comment 2 fugitifs, chargés de leurs maigres provisions, ont-ils pu couvrir une telle distance? Les équipes de recherche se redéploient immédiatement vers cette nouvelle zone. C'est encore plus sauvage, encore plus difficile d'accès. Certains chasseurs commencent à exprimer des doutes. Peut-être que le trappeur s'est trompé. Peut-être qu'il a entendu des pêcheurs perdus ou que le vent a porté des sons d'ailleurs.
Peut-être qu'il invente son histoire pour réclamer une part de la récompense. Mais Lebrun, le chasseur qui avait trouvé la première empreinte, n'en est pas convaincu. Il étudie attentivement la carte trouvée dans la cache des frères, et il remarque quelque chose que personne n'avait vu. Un symbole minuscule, presque imperceptible, près de la zone où le trappeur affirme avoir entendu les voix. Un symbole qui pourrait représenter une croix, ou un point de repère, ou quelque chose de significatif pour les fugitifs. Il décide d'explorer cette zone spécifique, accompagné de 2 autres chasseurs et de 3 chiens. C'est une décision qui va le hanter pour le reste de sa vie. Lebrun et son équipe progressent lentement à travers un réseau de chenaux étroits, envahis par la végétation. L'eau est opaque, teintée de tanins, impossible à sonder visuellement. Ils avancent à la sonde, testant chaque pas, évitant les bourbiers camouflés sous la végétation flottante. Les chiens, habituellement confiants, manifestent une nervosité inhabituelle. Ils grognent, se retournent fréquemment, refusent parfois d'avancer. Vers midi, ils atteignent une zone légèrement plus élevée, une sorte d'îlot d'environ 50 mètres de diamètre, couvert d'arbres morts et de buissons épineux. C'est le type d'endroit que personne ne songerait à explorer, inhospitalier, sans intérêt apparent, difficile d'accès. Exactement le type d'endroit où des fugitifs intelligents pourraient se cacher. Les chiens subitement reprennent de l'assurance. Ils ont trouvé une odeur. Ils tirent sur leur laisse, conduisant les chasseurs vers le centre de l'îlot. Lebrun sent son pouls s'accélérer. Enfin, après 5 jours de traque infructueuse, ils vont peut-être capturer les fugitifs. Ce qu'ils trouvent n'est pas ce qu'ils attendaient. Au centre de l'îlot, dissimulé sous un enchevêtrement de branches mortes, soigneusement arrangées, se trouve un campement. Pas un simple abri de fortune, mais une installation sophistiquée. Une structure en bois de cyprès imputrescible, à demi enterrée, recouverte de végétation vivante qui la camoufle parfaitement. Des réserves de nourriture séchée sont suspendues à hauteur hors de portée des rongeurs. Un petit foyer est aménagé avec un système de dispersion de fumée qui empêche toute colonne visible. Des récipients de récupération d'eau de pluie sont astucieusement positionnés. Le campement est vide, manifestement abandonné récemment, peut-être quelques heures auparavant. Les braises du foyer sont encore tièdes. Lebrun reste figé, contemplant la scène avec une fascination horrifiée. Ce n'est pas un abri improvisé par des fugitifs désespérés. C'est une base préparée à l'avance depuis longtemps. Les frères Jourdain n'ont pas simplement fui dans les marécages en espérant survivre. Ils ont construit un réseau de refuges, planifié leur survie, anticipé une traque prolongée. Plus troublante encore, en explorant les environs immédiats, les chasseurs découvrent que cet îlot n'est pas isolé. Des traces subtiles, invisibles pour un œil non exercé, indiquent des passages réguliers vers d'autres directions. Des branches coupées à hauteur précise pour marquer un chemin, des entailles discrètes sur des troncs d'arbres, des arrangements de pierres qui ne doivent rien au hasard. Les frères ont créé un système de navigation secret à travers les marécages. Combien d'autres campements ont-ils préparés? Depuis combien de temps construisent-ils cette infrastructure clandestine? La nouvelle de cette découverte se répand comme une traînée de poudre. L'évasion des frères Jourdain n'est plus perçue comme une simple tentative désespérée de liberté, mais comme une menace organisée et sophistiquée. Si 2 esclaves ont pu créer une telle infrastructure sans être détectés, quoi d'autre se prépare dans l'ombre? Cette découverte renforce la paranoïa collective des planteurs. Lavallière, informé de la découverte, prend une décision radicale. Il quadruple la récompense et lance un appel dans toute la Louisiane. Il veut les meilleurs chasseurs, les traqueurs les plus expérimentés, les hommes capables de penser comme leur proie. En moins d'1 semaine, 70 chasseurs supplémentaires arrivent, attirés par la récompense désormais extraordinaire de $800 par fugitif. Les recherches atteignent une intensité jamais vue. 100 hommes, parfois plus, ratissent systématiquement les marécages. Des campements de chasseurs s'établissent en périphérie de la zone de recherche.
Des patrouilles nocturnes se multiplient. Des observateurs sont postés en permanence sur les points élevés pour surveiller tout mouvement suspect. Et pourtant, semaine après semaine, les frères demeurent introuvables. Le 15e jour après l'évasion, un deuxième campement est découvert à 20 km du premier, dans une direction complètement différente. Même sophistication, même abandon récent. Les frères se déplacent, utilisent leurs refuges successivement, restent constamment en mouvement. Le 20e jour, un chasseur trouve une piste prometteuse. Des traces de passage dans une zone de roseaux, conduisant vers un ancien canal de drainage abandonné. Les équipes convergent. Elles progressent le long du canal pendant des heures. À la tombée de la nuit, ils décident de poster des guets et d'attendre l'aube. Durant la nuit, quelque chose d'inexplicable se produit. Les guets, pourtant vigilants, n'entendent rien. Pourtant, au matin, les traces dans le canal ont disparu. Quelqu'un est venu durant la nuit et a méticuleusement effacé toutes les traces de passage, lissant la boue, repositionnant la végétation. Les chasseurs n'ont rien vu, rien entendu. Cette nuit marque un tournant psychologique. Les chasseurs commencent à murmurer entre eux. Comment des hommes traqués par 100 chasseurs peuvent-ils se déplacer avec une telle discrétion? Comment peuvent-ils être partout et nulle part à la fois? Les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Peut-être que les frères ont trouvé des complices. Peut-être qu'un réseau les aide. Peut-être qu'ils possèdent des connaissances surnaturelles des marécages. La Vallière, sentant le moral des chasseurs faiblir, organise une réunion générale au 25e jour. Tous les chasseurs sont rassemblés dans une clairière proche de sa plantation. Il leur parle avec une franchise brutale. Ces hommes ne sont ni des fantômes, ni des magiciens. Ce sont des esclaves, deux frères qui ont passé des années à se préparer. Ils connaissent ces marécages mieux que quiconque, mais ils restent humains. Ils ont besoin de manger, de boire, de dormir. Ils font des erreurs, et nous allons exploiter ces erreurs. Ils présentent alors une nouvelle stratégie, plus méthodique et plus patiente. Au lieu de chercher les frères directement, les chasseurs vont identifier et surveiller toutes les sources de nourriture possibles dans les marécages, les zones de pêche, les arbres fruitiers sauvages, les endroits où poussent les plantes comestibles. Ils vont établir une surveillance discrète et attendre que les fugitifs se révèlent en cherchant à se nourrir. C'est une approche de siège, transformant les vastes marécages en une prison à ciel ouvert. Elle nécessite une patience et une coordination extraordinaires, mais la Vallière est convaincue qu'elle fonctionnera. Les frères ne peuvent pas survivre indéfiniment sans ressources. La stratégie est mise en œuvre immédiatement. Des postes d'observation sont établis dans toute la région. Les chasseurs apprennent à rester immobiles pendant des heures, camouflés, silencieux, attendant le moindre signe de présence humaine. Pendant un mois entier, rien ne se produit. Pas une seule observation significative. Les chasseurs commencent à se demander si les frères ne sont pas déjà morts depuis longtemps, leur corps quelque part au fond d'un bayou, dévoré par les alligators et les poissons. Puis, le 53e jour après l'évasion, un jeune chasseur posté près d'un bosquet de mûriers sauvages voit quelque chose. Une silhouette humaine, aperçue brièvement entre les arbres, à plus de 100 mètres de distance. Trop loin pour identifier, trop rapide pour suivre, mais indéniablement humaine. L'observation relance l'espoir. Les frères sont vivants. Ils sont toujours dans la région. Mais comment survivent-ils depuis près de 2 mois? Même avec des réserves préparées, même avec une connaissance approfondie des ressources naturelles, c'est une performance extraordinaire de survie et d'endurance. Si cette traque impossible vous fascine autant qu'elle nous fascine, laissez un like et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que les frères Jourdain ont pu survivre par leurs seuls moyens ou quelqu'un les aidait secrètement? Votre théorie nous intéresse. L'observation du 53e jour déclenche une nouvelle vague de recherche intensive dans la zone des mûriers. Cette fois, les chasseurs adoptent une approche encore plus méthodique. Ils ne cherchent plus seulement des traces évidentes, mais aussi des anomalies subtiles.
Des fruits cueillis, des branches cassées d'une certaine manière, des déplacements dans la végétation qui ne correspondent pas au mouvement naturel des animaux. C'est Lebrun qui fait la découverte la plus significative. En examinant minutieusement le sol autour des mûriers, il remarque quelque chose d'inhabituel. De petites dépressions régulièrement espacées dans la terre meuble, trop symétriques pour être naturelles, trop légères pour être des empreintes de pas complètes. Il réfléchit longuement, puis comprend soudain. Ce sont des marques laissées par quelqu'un marchant sur des échasses ou des supports qui répartissent le poids et empêchent de laisser des empreintes reconnaissables. Cette découverte est révolutionnaire. Elle explique pourquoi les traces des frères sont si difficiles à suivre. Ils utilisent des techniques sophistiquées de camouflage de leurs déplacements. Des méthodes que même les chasseurs les plus expérimentés n'ont jamais rencontrées auparavant. Où ont-ils appris cela? Qui leur a enseigné? En interrogeant à nouveau les esclaves de Beauséjour, en creusant plus profondément dans leur passé, une information troublante émerge finalement. Leur précédent propriétaire, celui qui est mort dans des circonstances obscures, avant qu'il ne soit vendu, était un homme nommé Auguste Ferrand, réputé pour sa passion obsessionnelle pour la chasse. Ferrand avait voyagé dans sa jeunesse, notamment parmi certaines tribus amérindiennes du Nord, où il avait appris des techniques de traque et de survie. De retour en Louisiane, il utilisait ses esclaves comme assistants de chasse, leur enseignant des méthodes que peu d'hommes blancs connaissaient. Nathanaël et Isaac avaient été les favoris de Ferrand pendant plusieurs années, l'accompagnant dans toutes ses expéditions. C'est auprès de lui qu'ils avaient acquis non seulement leur connaissance des marécages, mais aussi ses techniques sophistiquées de camouflage, de pistage inversé, de survie prolongée en milieu hostile. Les circonstances obscures de la mort de Ferrand méritent également d'être examinées. En 1837, Ferrand a disparu lors d'une expédition de chasse dans les marécages, accompagné uniquement de Nathanaël et Isaac. Les deux frères sont revenus 3 jours plus tard, seuls, affirmant que leur maître était tombé dans un bourbier et avait été englouti avant qu'ils ne puissent le secourir. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire a été rapidement classée comme accident, et les deux frères ont été vendus pour régler les dettes de la succession. Cette révélation jette une lumière nouvelle et sinistre sur toute l'histoire. Ferrand est-il vraiment mort accidentellement? Ou les frères l'ont-ils assassiné pour échapper à un maître devenu peut-être trop cruel, trop exigeant? Si c'est le cas, ils ont réussi à dissimuler un meurtre pendant 6 ans, attendant patiemment le moment opportun pour tenter leur évasion définitive. Cette possibilité glace le sang de Lavallière. Il ne traque pas simplement des esclaves fugitifs. Il traque potentiellement des meurtriers calculateurs, capables de planifier sur des années, de dissimuler leurs intentions, de tuer si nécessaire. La traque prend une dimension plus sombre. Lavallière fait circuler cette information parmi les chasseurs, non pas pour les effrayer, mais pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent sous-estimer aucune ruse, aucune tactique que les frères pourraient employer. Ces hommes sont dangereux, non par violence impulsive, mais par intelligence méthodique. Le 65e jour après l'évasion apporte un développement complètement inattendu. Une jeune esclave de la plantation voisine, une femme nommée Céleste, demande à parler en privé à Lavallière. Elle hésite longuement, visiblement terrifiée, avant de révéler une information capitale. Elle connaissait bien Isaac Jourdain, avec qui elle entretenait une relation sentimentale secrète. Isaac lui avait confié, quelques semaines avant l'évasion, qu'il préparait quelque chose d'important, mais sans jamais révéler exactement quoi. Plus troublant encore, Céleste affirme qu'Isaac lui a fait parvenir un message 3 jours auparavant, par un canal qu'elle refuse de divulguer, même sous la menace. Le message était simple. « Nous sommes vivants, nous allons réussir. » Ne perds pas espoir. Comment un fugitif traqué par 100 hommes peut-il faire parvenir un message à une esclave dans une plantation surveillée? Cette question bouleverse toutes les certitudes. Cela implique l'existence d'un réseau de communication clandestin entre esclaves, un réseau qui fonctionne sous le nez des maîtres et des surveillants. Combien d'esclaves sont impliqués?
Qui d'autre aide les frères? La Vallière ordonne une surveillance drastique de Céleste, espérant qu'elle recevra un autre message et révélera ainsi le canal de communication. Mais les jours passent, sans nouveau contact. Céleste semble sincèrement ignorer quand et comment un prochain message pourrait arriver. Pendant ce temps, les observations des frères se multiplient, toujours brèves, toujours à distance. Un chasseur les aperçoit traversant un bras de bayou au crépuscule. Un autre trouve un campement encore chaud. Un troisième découvre des restes de repas soigneusement enterrés. Chaque découverte confirme que les frères sont proches, qu'ils restent dans la région, mais qu'ils continuent à échapper systématiquement à toute tentative de capture. La frustration monte. 100 hommes, certains parmi les meilleurs chasseurs de Louisiane, ne parviennent pas à capturer 2 esclaves dans un territoire limité. L'histoire commence à circuler dans tout l'État, suscitant des réactions variées. Certains admirent secrètement la résistance des frères. D'autres sont terrifiés par ce qu'elle représente. Une remise en question fondamentale du système esclavagiste lui-même. Car si 2 esclaves peuvent résister si longtemps, si efficacement, qu'est-ce qui empêche d'autres de faire de même? L'évasion des frères Jourdain devient un symbole, une preuve vivante que l'oppression n'est pas invincible, que l'intelligence et la détermination peuvent défier même les ressources les plus considérables. Les autorités de la paroisse, conscientes des implications politiques, exercent une pression croissante sur la Vallière. Le gouverneur lui-même fait savoir discrètement qu'il attend une résolution rapide de cette affaire embarrassante. Des renforts militaires sont même évoqués si les chasseurs civils continuent à échouer. C'est dans ce contexte de tension extrême que se produit le 80e jour, un événement qui change radicalement la nature de la traque. Un jeune chasseur nommé Mathieu Broussard, âgé de 23 ans, disparaît. Il était parti seul en reconnaissance dans une zone qu'il connaissait bien, une procédure habituelle. Il devait revenir avant le coucher du soleil. Il ne revient pas. Les recherches commencent immédiatement. On retrouve son cheval attaché à un arbre, ses provisions intactes, ses armes posées soigneusement sur une souche. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence. Le jeune homme s'est simplement volatilisé. 2 jours plus tard, Broussard réapparaît, marchant seul sur le chemin menant à la plantation de la Vallière. Il est épuisé, désorienté, mais physiquement indemne. Son récit va bouleverser toute la compréhension de l'affaire. Broussard affirme avoir été capturé par les frères Jourdain. Nathanaël l'a surpris alors qu'il examinait des traces, l'a désarmé avant qu'il ne puisse réagir, puis Isaac l'a rejoint. Ils ne l'ont pas maltraité. Au contraire, ils l'ont conduit dans l'un de leurs campements secrets, lui ont donné à manger et à boire, et ont passé 2 jours à discuter avec lui. Ils voulaient que je comprenne, raconte Broussard, encore secoué. Il voulait que je transmette un message. Le message est stupéfiant. Les frères affirment qu'ils ne fuient pas. Ils restent délibérément dans la région, continuant à déjouer les chasseurs, non pas dans l'espoir d'échapper définitivement, mais pour prouver un point, qu'un système fondé sur l'oppression et la terreur peut être défié, que la volonté humaine peut résister même à l'écrasement le plus méthodique. Nous ne partirons pas, aurait dit Isaac. Nous resterons ici, dans ces marécages que nous connaissons mieux que quiconque. Nous continuerons à leur échapper. Et chaque jour où nous restons libres est une victoire. Chaque jour prouve à tous les esclaves de Louisiane que la résistance est possible. Cette déclaration transforme complètement la nature de l'évasion. Il ne s'agit plus d'une simple tentative de fuite vers le nord. C'est un acte de résistance philosophique et politique, une démonstration délibérée destinée à inspirer d'autres esclaves, à ébranler la confiance des maîtres dans leur contrôle absolu. Le témoignage de Broussard contient également des détails troublants sur les conditions de vie des frères dans les marécages. Ils ont effectivement préparé de multiples campements au fil des années. Ils possèdent des réserves de nourriture cachées, connaissent les sources d'eau potable, savent quelles plantes manger et lesquels éviter. Nathanaël affirme pouvoir survivre indéfiniment dans cet environnement. Plus inquiétant encore, Broussard rapporte qu'Isaac a fait allusion à d'autres qui viendront, suggérant que leur évasion n'est que le début,
Que d'autres esclaves se préparent à suivre leur exemple, inspirés par leur résistance. La libération de Broussard indemne soulève des questions dérangeantes. Pourquoi les frères l'ont-ils laissé partir? Ils auraient pu le tuer pour protéger leur secret, ou le garder en otage pour négocier. Au lieu de cela, ils l'ont traité avec respect et l'ont libéré avec un message. Ce comportement ne correspond pas à celui de criminels désespérés, mais à celui d'hommes poursuivant un objectif calculé. L'effet du témoignage de Broussard sur les autres chasseurs est complexe. Certains sont encore plus déterminés à capturer les frères, furieux de cette humiliation publique. D'autres commencent à éprouver un malaise. Ils se demandent s'ils sont du bon côté de l'histoire. Traquer des hommes qui ne demandent que la liberté, qui ne font de mal à personne, qui démontrent une intelligence et une dignité remarquables, est-ce vraiment honorable? Lavallière, quant à lui, est tiraillé entre plusieurs émotions contradictoires. Il est impressionné malgré lui par la sophistication et la détermination des frères. Mais il comprend aussi le danger que représente leur résistance pour l'ensemble du système esclavagiste. Si leur exemple se propage, si leur histoire inspire d'autres évasions, d'autres résistances, les conséquences économiques et sociales seront catastrophiques pour tous les planteurs. Il prend une décision difficile, mais, selon lui, nécessaire. Il ordonne que la traque continue, mais avec une directive nouvelle et brutale. Les frères doivent être capturés par tous les moyens nécessaires. L'option de les ramener vivants, qui était sa préférence initiale, devient secondaire. S'ils résistent, s'ils tentent de s'échapper lors d'une capture, la force létale est autorisée. Cette décision marque un tournant moral dans toute l'affaire. La traque n'est plus simplement une question de récupération de propriété. Elle devient une question de pouvoir, de contrôle, de répression d'une menace symbolique. Les semaines suivantes voient une escalade progressive de la violence et de la détermination de part et d'autre. Les chasseurs, enhardis par la nouvelle directive, deviennent plus agressifs dans leurs méthodes. Ils commencent à utiliser des tactiques plus dangereuses. Incendie contrôlé pour forcer les frères à sortir de leur cachette, empoisonnement des points d'eau pour limiter leurs ressources, destruction systématique de tous les campements découverts. Les frères répondent en devenant encore plus insaisissables. Les observations directes se raréfient. Ils semblent avoir compris que Broussard a révélé trop d'informations et adaptent leur stratégie en conséquence. Ils abandonnent probablement leurs anciens campements pour en créer de nouveaux dans des zones encore plus reculées. Le 90e jour, un chasseur est retrouvé inconscient près d'un bayou avec une blessure à la tête. Il affirme avoir été frappé par derrière alors qu'il suivait une piste. Ses armes ont disparu. C'est la première fois que les frères utilisent la violence, même minimale, contre leurs poursuivants. L'incident provoque des réactions différentes selon les chasseurs. Certains y voient une preuve que les fugitifs deviennent désespérés, prêts à tuer. D'autres, plus réfléchis, notent que les frères auraient pu facilement tuer le chasseur inconscient, mais ont choisi de simplement le neutraliser et de prendre ses armes. Ces armes volées représentent une nouvelle menace. Jusqu'à présent, les frères n'étaient armés que du couteau trouvé dans leur cache. Maintenant, ils possèdent un fusil et un pistolet. S'ils décident de se défendre activement, la situation peut rapidement dégénérer en affrontement mortel. Lavallière, informé de l'incident, convoque tous les chasseurs. Il leur rappelle que l'objectif reste de capturer les frères, de préférence vivants. Mais il autorise explicitement l'usage de la force en cas de danger. Il augmente encore la récompense. 1 000 $ par fugitif, somme extraordinaire qui représente plusieurs années de salaire pour un chasseur moyen. Cette récompense attire une nouvelle vague de chasseurs, certains venant de aussi loin que le Mississippi et le Texas. Le nombre total d'hommes impliqués dans la traque dépasse désormais 120. C'est probablement la plus grande opération de chasse à l'homme jamais organisée dans l'histoire de la Louisiane. Mais cette mobilisation massive a un effet pervers. Avec autant d'hommes dans les marécages, la coordination devient chaotique. Les équipes se gênent mutuellement, les informations se perdent, les fausses pistes se multiplient.
Les chasseurs moins expérimentés, attirés par la récompense, prennent des risques inconsidérés et nécessitent souvent d'être eux-mêmes secourus. Le 110e jour, une découverte macabre jette une ombre encore plus sombre sur toute l'affaire. Des chasseurs explorant une zone rarement visitée tombent sur les restes décomposés d'un corps humain, partiellement enterré dans la boue. L'identification est difficile en raison de l'état de décomposition, mais certains effets personnels suggèrent qu'il pourrait s'agir d'Auguste Ferrand, l'ancien propriétaire des frères Jourdain, disparu 6 ans auparavant. L'examen des ossements, effectué par un médecin de la Nouvelle-Orléans, révèle des fractures suspectes au crâne, incompatibles avec une simple chute dans un bourbier. Ferrand a manifestement été frappé violemment avant de mourir. C'est un meurtre, non un accident. Cette découverte change radicalement la perception légale de l'affaire. Les frères ne sont plus simplement des esclaves fugitifs. Ils sont recherchés pour meurtre. La peine en cas de capture n'est plus le retour à l'esclavage, mais la pendaison. L'information est rendue publique. Des avis de recherche sont placardés dans toute la Louisiane, décrivant Nathanaël et Isaac Jourdain non plus comme de simples fugitifs, mais comme des meurtriers dangereux. L'atmosphère change. Les rares voix qui exprimaient une sympathie discrète pour les frères se taisent. Même parmi les esclaves, les réactions sont mitigées. Certains continuent à voir les frères comme des héros résistants. D'autres les perçoivent désormais comme des criminels ayant mis en danger toute la communauté servile par leurs actions. Céleste, la jeune esclave qui avait révélé son lien avec Isaac, tombe dans une dépression profonde. Elle refuse de manger, refuse de parler. Son maître, craignant de perdre un bien précieux, la fait surveiller constamment. Elle ne recevra plus jamais de message d'Isaac, si tant est qu'il ait eu l'intention d'en envoyer un autre. Le 130e jour marque un changement de saison. L'automne s'installe, apportant des températures plus fraîches et des pluies plus fréquentes. Les marécages deviennent encore plus difficiles à naviguer. Les chasseurs commencent à souffrir de maladies, fièvre des marais, infections diverses, épuisement chronique. Plusieurs abandonnent, découragés par les conditions et l'absence de résultats. Mais quelques-uns, les plus obstinés, persistent. Lebrun fait partie de ceux-là. Il a investi tellement de temps, tellement d'efforts dans cette traque, qu'il ne peut pas abandonner. C'est devenu personnel pour lui. Il étudie obsessionnellement la carte trouvée dans la cache des frères, cherchant des indices que personne d'autre n'a vus. Il interroge les anciens esclaves de Ferrand, essayant de comprendre exactement ce que Nathanaël et Isaac ont appris de leur ancien maître. C'est Lebrun qui fait la découverte cruciale, le 140e jour. En recoupant les informations sur les emplacements des campements découverts, les zones où les frères ont été aperçus et la topographie détaillée des marécages, il identifie un schéma. Les frères ne se déplacent pas aléatoirement. Ils suivent un circuit, revenant régulièrement dans certaines zones selon un rythme prévisible. C'est logique. Ils ont besoin de ressources spécifiques à différents endroits, et ces ressources ne sont disponibles qu'à certaines périodes. Lebrun présente sa théorie à Lavallière. Si son analyse est correcte, il peut prédire approximativement où les frères seront dans les prochains jours. C'est la première fois depuis le début de la traque qu'une prédiction fiable semble possible. Lavallière donne son accord pour tester la théorie. Lebrun sélectionne personnellement 20 chasseurs parmi les plus expérimentés et les plus silencieux. Ils vont établir une embuscade dans la zone identifiée et attendre. Pas de battue bruyante, pas de poursuite chaotique. Juste de la patience, du camouflage et de la discipline. Les hommes se mettent en position 3 jours à l'avance. Ils construisent des affûts discrets, s'habituent au rythme de l'environnement, apprennent à rester immobiles pendant des heures. Lebrun leur a donné des instructions claires. Observer seulement. Ne pas engager immédiatement. Identifier avec certitude les cibles, attendre le moment optimal, puis agir de manière coordonnée. Le 143e jour, à l'aube, la patience est récompensée. Nathanaël apparaît le premier, émergeant silencieusement d'un canal étroit. Il est méconnaissable comparé à l'esclave robuste que les gens de Beauséjour connaissaient. Amaigri, la peau durcie par les éléments,
Les cheveux longs et emmêlés, il ressemble davantage à une créature des marécages qu'à un être humain. Mais ses mouvements sont assurés, efficaces, témoignant d'une parfaite adaptation à cet environnement hostile. Isaac le suit quelques minutes plus tard. Lui aussi est transformé, mais différemment. Il semble plus alerte, plus nerveux, scrutant constamment les alentours. C'est lui le veilleur, celui qui anticipe le danger. Les chasseurs retiennent leur souffle. Enfin, après 143 jours, ils ont les deux frères dans leur ligne de mire, à portée de capture. Le brun attend, calcule l'instant optimal. Les frères avancent vers une zone plus dégagée où l'encerclement sera plus facile. Puis Isaac s'arrête brusquement. Il tourne la tête, examine l'environnement avec une attention accrue. A-t-il senti quelque chose? Entendu un son imperceptible? Simplement ressenti l'instinct du danger? Il dit quelque chose à Nathanaël, trop bas pour que les chasseurs entendent. Les deux frères reculent lentement, se préparant manifestement à fuir. Le brun n'a plus le choix. Il donne le signal. 20 chasseurs surgissent simultanément de leur cachette, se déployant pour bloquer toutes les issues. Ce qui suit est confus, rapide, violent. Nathanaël réagit instantanément, plongeant dans l'eau épaisse d'un bayou. Isaac hésite une fraction de seconde, regardant son frère, puis choisit une direction différente, courant vers un bosquet dense. Les chasseurs se scindent, certains poursuivant Nathanaël, d'autres Isaac. Des coups de feu éclatent. Qui a tiré le premier? Les versions diffèrent. Certains chasseurs affirmeront plus tard que les frères ont tiré d'abord avec les armes volées. D'autres diront que ce sont les chasseurs, paniqués ou trop excités, qui ont ouvert le feu prématurément. Dans la confusion, Nathanaël disparaît sous l'eau. Les chasseurs qui le poursuivaient s'arrêtent au bord du bayou, scrutant la surface, attendant qu'il refasse surface pour respirer. 1 minute passe, 2 minutes, 3 minutes. C'est impossible. Personne ne peut rester immergé aussi longtemps. Plusieurs chasseurs plongent, cherchent frénétiquement. Ils ne trouvent rien. Le bayou à cet endroit est profond, l'eau opaque. Nathanaël a disparu comme un fantôme. De l'autre côté, les chasseurs poursuivant Isaac ont plus de succès. Ils le coincent contre un enchevêtrement de ronces impénétrables. Isaac se retourne, fait face, lève les mains en signe de reddition. Il ne porte pas d'arme visible. « Ne tirez pas », dit-il clairement en français. « Je me rends ». Les chasseurs hésitent, surpris par cette capitulation soudaine après tant de mois de résistance. Le brun, qui a rejoint ce groupe, s'avance prudemment. « Où est ton frère ?» demande-t-il. Isaac sourit faiblement, un sourire énigmatique et triste à la fois. « Nathanaël est libre », répond-il simplement. Isaac est ligoté et ramené à la plantation Beau Séjour sous bonne garde. La nouvelle de sa capture se répand rapidement, suscitant des réactions variées. Certains célèbrent cette victoire partielle après 5 mois de traque infructueuse. D'autres sont troublés par la disparition inexplicable de Nathanaël et se demandent si la traque est vraiment terminée. Lavallière ordonne immédiatement que les recherches de Nathanaël continuent. Des équipes de plongeurs sont engagées pour explorer systématiquement le bayou où il a disparu. Mais après 3 jours de recherches intensives, aucun corps n'est retrouvé. Le bayou est connecté à un réseau complexe de canaux et de passages souterrains. Si Nathanaël connaissait l'existence d'un tel passage, s'il avait préparé cette évasion aquatique, il pourrait théoriquement avoir nagé sous l'eau jusqu'à un point de sortie éloigné, hors de vue des chasseurs. Mais 3 minutes sans respirer, c'est à la limite de ce qu'un homme exceptionnellement entraîné pourrait accomplir. Les chasseurs débattent de cette possibilité. Certains pensent que Nathanaël s'est simplement noyé et que son corps sera retrouvé tôt ou tard. D'autres, impressionnés par les capacités déjà démontrées par les frères, pensent qu'il a effectivement réussi à s'échapper et qu'il est toujours vivant quelque part dans les marécages. Isaac, détenu dans une cellule renforcée à Beau Séjour, refuse de parler pendant les 2 premiers jours. Il reste silencieux, impassible, ignorant toutes les questions. Lavallière envisage d'utiliser des méthodes plus coercitives pour le faire parler, mais hésite, conscient que l'affaire est maintenant scrutée par les autorités de tout l'État.
Le 3e jour de sa captivité, Isaac demande soudainement à parler à Lavallière en privé. La demande est surprenante, mais Lavallière accepte, curieux de comprendre ce que le fugitif a à dire. La conversation qui suit, rapportée ensuite par Lavallière lui-même dans une lettre confidentielle à un ami proche, est l'un des témoignages les plus troublants de toute cette affaire. Isaac commence par une question directe. « Pourquoi avez-vous tant investi pour nous retrouver? Ce n'est pas seulement une question d'argent. Vous avez dépensé plus en récompense et en organisation de la traque que nous ne valons comme propriété. Pourquoi ?» Lavallière, surpris par la franchise de la question, réfléchit avant de répondre honnêtement. « Parce que vous représentez un danger pour l'ordre établi. Si 2 esclaves peuvent résister si longtemps, si efficacement, cela encourage d'autres à essayer. Le système entier repose sur la conviction que l'évasion est futile, que la résistance est impossible. Vous avez démenti cette conviction. » Isaac hoche lentement la tête. « Je comprends. Vous ne nous traquez pas en tant qu'individu, mais en tant que symbole. Notre liberté, même temporaire, est une menace idéologique plus grande que nos personnes. » « Exactement, » admet Lavallière. Isaac reste silencieux un long moment, puis reprend. « Alors vous comprendrez pourquoi je vais vous dire ce qui suit. Notre évasion n'était jamais destinée à réussir définitivement. Nous le savions dès le début. Nathanaël et moi savions que nous serions tôt ou tard capturés ou tués. » Lavallière fronce les sourcils. « Alors pourquoi? Pourquoi tout cela? Pour prouver que c'était possible. Pour montrer à tous les esclaves de Louisiane, à tous les esclaves d'Amérique, que la résistance n'est pas futile. Que 2 hommes déterminés, armés seulement de leur intelligence et de leur volonté, peuvent défier 100 chasseurs pendant 5 mois. Chaque jour où nous restions libres était une victoire, non pour nous personnellement, mais pour l'idée que l'oppression peut être contestée. C'est une victoire bien courte, réplique Lavallière. Tu es capturé. Tu seras probablement pendu pour le meurtre de Ferrand. Ton frère est probablement mort noyé. Quelle victoire y a-t-il là? » Isaac sourit, ce même sourire énigmatique que Lebrun avait observé lors de sa capture. « Ferrand, dit-il lentement, vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé avec Ferrand ?» Lavallière se penche en avant, attentif. Ferrand était un homme cruel qui prenait plaisir à nous humilier lors de ses expéditions de chasse. Il nous traitait comme des chiens, nous frappait pour son amusement, nous forçait à dormir dans la boue pendant qu'il s'abritait confortablement. Un jour, dans les marécages, il est allé trop loin. Il a battu Nathanaël si violemment que j'ai cru qu'il allait le tuer. J'ai réagi sans réfléchir. J'ai frappé Ferrand avec une branche pour l'arrêter. Il est tombé, s'est cogné la tête sur une pierre. Il est mort presque instantanément. Tu avoues le meurtre, constate Lavallière. Ce n'était pas un meurtre. C'était de la légitime défense, bien que je sache que la loi ne reconnaît pas ce droit aux esclaves. Nous avons caché son corps, maquillé sa mort en accident, parce que nous savions que la vérité nous condamnerait. Nous avons attendu 6 ans, travaillant pour vous, planifiant notre évasion, préparant notre résistance. Lavallière absorbe cette confession. Pourquoi me racontes-tu cela maintenant? Parce que je veux que vous compreniez. Nous n'avons jamais été des meurtriers par nature. Nous sommes devenus ce que le système nous a forcés à devenir. Nous avons été poussés à la violence par la violence. Nous avons été poussés à la ruse par la nécessité. Et notre résistance, aussi imparfaite qu'elle ait été, a prouvé quelque chose d'important, que l'esprit humain ne peut pas être totalement brisé, même par l'esclavage le plus rigoureux. Il fait une pause, puis ajoute « Nathanaël est vivant. Je le sais. Il connaît des passages dans ces marécages que personne d'autre ne connaît. Des cavités submergées où l'on peut respirer. Des tunnels naturels créés par les racines des cyprès. Il a passé des années à les explorer en secret. Il est libre maintenant. Vraiment libre. Et chaque jour où il reste libre prouve notre point. S'il est vivant, nous le retrouverons, affirme Lavallière, bien que sa voix trahisse un doute. Peut-être, mais peut-être pas. Et dans l'incertitude réside notre victoire. Tant que vous ne pouvez pas prouver qu'il est mort, tant qu'il existe une possibilité qu'il soit toujours libre quelque part dans ces marécages, notre résistance continue.
Les esclaves qui entendent notre histoire se demanderont si les frères Jourdain ont pu résister si longtemps. Pourquoi pas moi? La conversation se termine là. Lavalière sort de la cellule profondément troublé. Il a obtenu des aveux pour le meurtre de Ferrand. Mais ces aveux sont accompagnés d'une justification morale qui complique la situation. Plus troublante encore, il réalise qu'Isaac a raison sur un point essentiel. Même capturé, même condamné, il a gagné une forme de victoire symbolique. Les jours suivants apportent plusieurs développements qui confirment les paroles d'Isaac. Des rumeurs commencent à circuler parmi les esclaves de toute la région. L'histoire des frères Jourdain devient une légende, embellie à chaque répétition. On dit que Nathanaël est devenu un esprit des marécages, impossible à capturer, aidant secrètement d'autres fugitifs. On dit qu'Isaac a défié ses ravisseurs avec une dignité qui a impressionné même ses ennemis. Les autorités décident rapidement du sort d'Isaac. Un procès rapide est organisé. Il plaide coupable du meurtre de Ferrand, mais présente les circonstances atténuantes. Le jury, composé exclusivement de propriétaires blancs, le condamne néanmoins à la pendaison. La sentence est prévue pour 3 semaines plus tard. Durant ces 3 semaines, Isaac reste calme, presque serein. Il refuse les visites d'un prêtre, affirmant qu'il préfère passer son temps à se remémorer sa période de liberté dans les marécages. Il demande et obtient la permission d'écrire. Il remplit plusieurs pages d'un récit détaillé de leur évasion, de leur méthode de survie, de leur philosophie de résistance. Ce document, saisi après son exécution, est censé avoir été détruit par les autorités. Mais des rumeurs persistantes suggèrent que des copies ont circulé clandestinement, devenant une sorte de manuel de résistance pour les esclaves mécontents. Impossible de vérifier ces rumeurs, les archives officielles ne faisant aucune mention de ce texte. Le jour de l'exécution, le 24 février 1844, une foule nombreuse se rassemble. Beaucoup viennent voir la fin d'un des fugitifs les plus célèbres de l'histoire de la Louisiane. D'autres viennent par morbide curiosité. Quelques-uns secrètement viennent rendre hommage. Isaac monte sur l'échafaud avec une dignité remarquée par tous les témoins. On lui offre la possibilité de dire quelques derniers mots. Il accepte. « Je ne regrette rien », dit-il clairement, sa voix portant dans le silence attentif. « J'ai vécu libre pendant 5 mois. C'est 5 mois de plus que la plupart des hommes nés dans mes circonstances peuvent espérer. Mon frère Nathanaël vit encore, libre dans les marécages que nous aimons. Notre histoire ne se termine pas aujourd'hui. Elle continue dans le cœur de tous ceux qui refusent d'accepter l'injustice comme inévitable. » La trappe s'ouvre. Isaac Jourdain meurt rapidement. Son corps est enterré dans une tombe non marquée à la lisière de la plantation Beauséjour, conformément aux pratiques de l'époque concernant les esclaves exécutés. Mais son histoire, elle, ne sera pas enterrée aussi facilement. Les recherches de Nathanaël continuent pendant encore 2 mois après l'exécution d'Isaac. Lavalière, obsédé par l'idée de clore définitivement cette affaire, maintient une récompense élevée pour quiconque retrouvera le fugitif, mort ou vif. Des chasseurs continuent à patrouiller les marécages, cherchant des signes de présence humaine. Quelques observations sont rapportées. Un trappeur affirme avoir vu une silhouette humaine au loin, disparaissant rapidement dans la végétation. Un pêcheur trouve un campement récemment utilisé, avec des traces de feu et des restes de repas. Un chasseur découvre des empreintes inhabituelles qui pourraient être humaines, mais ne peut les suivre avant qu'elles ne disparaissent dans l'eau. Aucune de ces observations ne mène à une capture. Nathanaël, s'il est vraiment vivant, se révèle encore plus insaisissable que lorsqu'il était accompagné de son frère. Peut-être parce qu'il n'a plus personne à protéger que lui-même. Peut-être parce que la mort d'Isaac l'a rendu plus déterminé, plus prudent, plus résolu à ne jamais être capturé. En avril 1844, Lavalière réduit progressivement les effectifs de recherche. Le coût financier et humain de cette traque a été énorme. Il a dépensé plus de 10 000 $, somme colossale, et mobilisé des centaines d'hommes pendant 8 mois. Continuer indéfiniment n'est plus tenable économiquement.
Il maintient une récompense permanente de 500 $ pour Nathanael, espérant qu'un chasseur chanceux finira par tomber sur lui. Mais les mois passent, puis les années, sans nouvelle capture. Nathanael Jourdain devient un fantôme, une légende des marécages de Louisiane. Les histoires à son sujet se multiplient, souvent exagérées, parfois fantastiques. On raconte qu'il aide secrètement d'autres esclaves fugitifs, qu'il guide des voyageurs perdus vers la sécurité, qu'il hante les cauchemars des chasseurs d'esclaves. Est-il vraiment resté en vie? Ou est-il mort peu après la capture d'Isaac, son corps simplement jamais retrouvé dans l'immensité des marécages? La question reste sans réponse définitive. Ce qui est certain, c'est l'impact durable de cette histoire sur la conscience collective. L'évasion des frères Jourdain devient un récit fondateur dans les communautés d'esclaves de Louisiane, transmis oralement de génération en génération. Elle prouve que la résistance est possible, que l'intelligence et la détermination peuvent défier même les ressources les plus considérables de l'oppression. Pour les planteurs, l'histoire représente un échec humiliant qui révèle les failles du système esclavagiste. Comment 2 esclaves ont-ils pu résister si longtemps à 100 chasseurs? La question les hante. Elle les force à reconnaître, même s'ils ne l'admettent jamais publiquement, que le contrôle absolu qu'ils pensent exercer sur leurs esclaves est en partie illusoire, dépendant autant du consentement tacite des opprimés que de la force brute. Lavalière lui-même ne se remet jamais complètement de cette affaire. Il devient plus distant, plus méfiant envers ses propres esclaves. Il renforce les contrôles, durcit les punitions, mais vit dans une anxiété constante qu'une nouvelle évasion se prépare sous ses yeux sans qu'il le sache. Il meurt en 1851, âgé de 60 ans, certains disent rongé par l'obsession de cette traque inachevée. La plantation Beauséjour continue de fonctionner jusqu'à la guerre de sécession. En 1863, avec l'émancipation, ces esclaves sont libérés. Quelques-uns restent comme travailleurs salariés. La plupart partent vers la Nouvelle-Orléans ou vers d'autres opportunités. La propriété elle-même décline rapidement après la guerre, finalement abandonnée et reprise par la végétation. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Beauséjour. Un historien déterminé peut encore trouver des fondations de pierre enfouies sous la végétation, des fragments de céramique, des traces de canaux d'irrigation. Mais l'endroit est redevenu sauvage, les marécages ayant repris leurs droits sur les terres autrefois cultivées. Et quelque part, dans ces marécages, peut-être existe-t-il encore des traces des campements secrets construits par Nathanael et Isaac Jourdain. Des abris abandonnés depuis longtemps, des chemins secrets oubliés, des cachettes que personne n'a jamais découvertes. Peut-être même existe-t-il quelque part, dissimulé dans une cache naturelle, le journal complet qu'Isaac avait écrit en prison, le document que les autorités prétendent avoir détruit mais qui, selon certaines rumeurs, aurait été sauvé par un geôlier sympathisant et caché pour la postérité. Ces possibilités, aussi minces soient-elles, maintiennent l'histoire vivante. Elles permettent à chaque génération de se demander « Et si c'était vrai ?» Et si Nathanael avait vraiment survécu, vivant libre dans les marécages jusqu'à sa vieillesse? Et si le document d'Isaac existait encore quelque part, attendant d'être redécouvert? L'historien qui examine cette histoire avec les outils de la recherche académique se heurte à des archives frustrantes. Beaucoup de documents concernant cette affaire ont disparu ou ont été délibérément détruits. Les registres de la plantation Beauséjour sont incomplets, plusieurs pages ayant été arrachées. Les comptes rendus officiels des autorités de la paroisse sont étrangement laconiques sur les détails de la traque. C'est comme si quelqu'un, dans les décennies qui ont suivi, avait voulu effacer cette histoire gênante de la mémoire collective. Mais les histoires orales persistent. Dans certaines familles créoles de Louisiane, descendants d'esclaves de cette région, on raconte encore l'histoire des 2 frères qui ont défié les chasseurs. Les détails varient selon les versions, mais l'essence reste la même. 2 hommes intelligents et déterminés qui ont refusé d'accepter leur sort, qui ont planifié pendant des années,
qui ont résisté pendant des mois, et dont l'un a peut-être réellement atteint la liberté. Le document trouvé dans les archives poussiéreuses, celui mentionné au début de cette histoire, avec sa note manuscrite troublante, 100 tomes, 6 mois, aucune trace. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait pour les retrouver, suggère que les chasseurs eux-mêmes étaient hantés par cette traque. Que représente exactement cette phrase énigmatique sur le pardon divin? Quelles méthodes ont-ils employées qu'ils savaient être moralement répréhensibles? Ont-ils torturé d'autres esclaves pour obtenir des informations? Ont-ils commis des violences qu'ils préféraient ensuite oublier? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Mais cette incertitude même fait partie de l'héritage de l'histoire des frères Jourdain. Elle nous force à confronter les zones d'ombre de l'histoire de l'esclavage, les actes dont personne ne voulait garder trace, les souffrances dont personne ne voulait se souvenir. Et au centre de tout cela, 2 hommes, Nathanaël et Isaac Jourdain, dont le seul crime était de vouloir être libre et dont la résistance a coûté à l'un la vie, à l'autre peut-être la liberté véritable, et aux 2 une place permanente dans l'histoire des luttes humaines contre l'oppression. La forêt des marécages de Louisiane garde ses secrets. Elle garde peut-être encore aujourd'hui les traces de leur passage, les vestiges de leur résistance, peut-être même, qui sait, les ossements de Nathanaël Jourdain, mort enfin de vieillesse dans une cachette secrète, libre jusqu'à son dernier souffle. Ou peut-être pas. Peut-être que tout cela n'est qu'une légende embellie, une histoire exagérée par la répétition orale, et que la vérité était plus simple et plus tragique. 2 hommes qui ont tenté l'impossible, qui ont résisté admirablement mais brièvement, et qui ont tous 2 péri dans les marécages qui devaient être leur refuge. La vérité, quelle qu'elle soit, a été engloutie par le temps et par les eaux stagnantes de ces bayous impénétrables. Mais l'histoire demeure, et elle continue à poser la même question troublante à tous ceux qui l'entendent. 100 chasseurs, 100 hommes armés, équipés, déterminés, 2 esclaves fugitifs, 6 mois de traque, aucune capture définitive. Comment est-ce possible? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature humaine, sur les limites du contrôle, sur le pouvoir de la volonté face à l'oppression, sur les secrets que les marécages et l'histoire gardent précieusement? Vous venez d'entendre l'histoire troublante des frères Jourdain, une histoire qui défie l'explication et qui continue de hanter les marécages de Louisiane. Pensez-vous que Nathanaël a vraiment survécu? Croyez-vous que tout cela s'est réellement passé? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a fasciné autant qu'elle nous fascine, abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques oubliés. Partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits qui font réfléchir sur les parts les plus sombres et les plus héroïques de notre passé. Aujourd'hui encore, si vous visitez les marécages du sud-est de la Louisiane, si vous vous aventurez dans ces zones sauvages où peu d'humains osent encore aller, vous pourriez peut-être, au crépuscule, apercevoir quelque chose entre les arbres couverts de mousse espagnole. Une ombre qui se déplace avec une assurance impossible. Un reflet fugace qui suggère une présence humaine dans un endroit où personne ne devrait pouvoir survivre. Mais regardez de nouveau, et il n'y a rien. Juste le vent dans les cyprès, le murmure de l'eau stagnante, et le sentiment inexplicable que ces marécages gardent des secrets qu'ils ne révéleront jamais complètement. Peut-être que parmi ces secrets se trouve la vérité finale sur Nathanaël Jourdain. Peut-être qu'un jour, un chercheur chanceux découvrira des preuves définitives de son sort. Peut-être que le journal d'Isaac émergera des profondeurs d'une archive oubliée, révélant des détails que personne ne connaît. Ou peut-être que le mystère persistera à jamais, ce qui est peut-être, après tout, la plus appropriée des conclusions pour une histoire de résistance contre l'oppression. Un mystère qui ne peut être complètement résolu, une liberté qui ne peut être complètement niée, une vérité qui refuse d'être totalement éteinte. Les frères Jourdain voulaient prouver que la résistance était possible. En cela, qu'ils aient ou non atteint une liberté physique durable, ils ont indéniablement réussi. Leur histoire vit, elle inspire,
Elle interroge, elle refuse de disparaître dans l'oubli. Et tant qu'elle vivra, tant qu'elle sera racontée, tant qu'elle forcera les gens à se demander comment 2 hommes ont pu défier 100 chasseurs, elle accomplira exactement ce pourquoi Nathanaël et Isaac Jourdain ont sacrifié tout ce qu'ils avaient. Prouver que l'esprit humain, même dans les circonstances les plus oppressives, ne peut jamais être complètement brisé. Voilà leur véritable victoire. Pas l'évasion elle-même, pas la survie prolongée dans les marécages, mais la persistance de leur histoire, le refus de leur résistance de mourir, même après que leur corps ait disparu. Et c'est cette victoire-là qui rend leur histoire vraiment impossible à oublier.